Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi, donc Lucas Colombier, Senior Manager d'Impulse Partners, d'animer cette table ronde avec Céline Di Mercurio de l'USH, responsable de la politique de la ville et de l'innovation sociale, et d'animer cette table ronde qui nous permettra de faire témoigner deux organismes sur un sujet sur lequel on est très investi. Donc François Coltelloni du GIE La Meta, et puis Sullivan Van Drom, directeur des projets stratégiques du groupe Arcade Vive. L'enjeu de massification, il est très important. On a eu mardi, Impulse Partners, le plaisir d'animer un comité de sélection start-up dans le cadre du Lab Logement Innovant qu'on anime avec l'USH et un certain nombre de bailleurs, dont certains sont dans la salle depuis 2016. Ce lab, c'était et c'est toujours une opportunité d'innovation pour l'ensemble des bailleurs sociaux, puisque depuis 2016, évidemment, énormément d'expérimentations ont pu être menées. Le secteur HLM, je l'ai dit mardi, et puis on l'a vu pendant ces 3 jours de congrès, est un secteur qui innove énormément, qui se laisse l'opportunité d'expérimenter, de tester des choses. Qui a aussi engagé une forme de rationalisation de son innovation en inscrivant l'innovation au cœur des projets stratégiques des organismes, en écrivant des feuilles de route d'innovation, en construisant des organisations en interne au sein des bailleurs avec des directions innovation qui les portent et qui sont en capacité du coup de les déployer dans les organisations. Pour autant, l'innovation, on le sait, dans un contexte contraint, il reste un enjeu majeur pour le secteur, mais aussi pour l'ensemble finalement de la fabrique de la ville, qui est cet enjeu de massification. Comment aujourd'hui je suis en capacité de dépasser le cap de l'expérimentation pour des innovations qui ont réussi et les intégrer dans mes process et mes activités courantes. Comment je suis en capacité de dépasser le financement exceptionnel qui permet parfois d'équilibrer le financement de mes innovations pour entrer dans un cadre de financement courant de l'ensemble de ces expérimentations que j'ai pu mener. C'est des sujets qui nous ont beaucoup animés avec l'USH. Nombreux de nos partenaires nous ont questionnés sur justement quels sont ces leviers qui favoriseraient cette massification. Et donc on a lancé depuis le début d'année une démarche de réflexion mutualisée interbailleurs pour essayer d'identifier d'abord les freins qui limitent cette capacité à passer à l'échelle, à massifier. Et puis évidemment, en face de chacun de ces freins, identifier des leviers, et des leviers parfois dans des stratégies mutualisées interbailleurs pour y répondre et pour dépasser ce cap de l'expérimentation en vue de la massification. Donc quelques propos introductifs. Quand on dit passage à l'échelle, encore une fois, c'est d'être en capacité, je l'ai dit, de massifier, je le dis énormément, mais surtout d'intégrer dans vos activités courantes. Et quand on parle d'innovation, on parle de toute forme d'innovation. Et évidemment d'innovation technique, mais aussi d'innovation sociale, d'innovation qui interroge la gestion locative, le recouvrement, le développement social urbain. C'est vraiment la pluralité des sujets d'innovation qui sont portés par les bailleurs, par l'USH et par le Lab Logement Innovant qui ont été intégrés dans cette réflexion. Notre démarche, je le dis, ça a été d'abord et avant tout un premier temps d'état des lieux. D'état des lieux où on a interrogé un certain nombre d'organismes HLM pour identifier ce que sont aujourd'hui les freins en vue de cette massification, encore une fois dans l'objectif de qualifier des solutions et des leviers qui permettent d'y répondre. Cet état des lieux, on l'a étalé sur tout le premier semestre de l'année 2025. D'abord en questionnant les organismes HLM à partir d'un questionnaire qui a été envoyé à un certain nombre d'entre vous. En animant aussi un temps d'échange collectif dans un groupe de travail resserré. On avait une trentaine de bailleurs qui ont participé en mars à un groupe de travail. Le groupe de travail avait pour objectif de faire remonter ces freins en s'appuyant sur des retours d'expérience précis. Je vais vous les détailler, des organismes qui ont pu participer. Et puis en animant aussi une journée du réseau innovation de l'USH sous le pilotage de Céline et puis de Véronique Vélez de la direction innovation de l'USH en juin, où on a pu à nouveau faire témoigner des organismes HLM sur des retours d'expérience, mais aussi faire témoigner d'autres entreprises qui eux-mêmes se sont posés ces questions et se posent toujours ces questions de la massification de l'innovation. Donc j'y reviendrai, mais en juin, on a EDF, par exemple, qui est venu témoigner de la structuration de l'innovation chez EDF et des enjeux de massification qui s'imposent dans ce groupe. On a la SMA BTP qui est venue apporter aussi un témoignage sur les sujets assurantiels. Donc l'idée, c'était d'ouvrir un petit peu cette réflexion pour qu'à la fin de ce premier semestre, et avec ce temps du congrès, on soit en capacité, encore une fois, de qualifier l'intégralité des enjeux que rencontrent les organismes HLM sur cet enjeu de massification.
Si je le synthétise assez rapidement, et l'idée c'est aussi évidemment de passer la parole à nos interlocuteurs pour qu'ils puissent témoigner de leur point de vue sur ce sujet, mais si on le synthétise, de ce travail de diagnostic sont remontés 4 freins principaux. Premier grand sujet, les freins financiers. Évidemment, je l'ai dit, l'innovation a été très portée par du financement exceptionnel depuis plusieurs années. Et aussi très portée depuis plusieurs années par des dispositifs d'appel à projets qui financent sur des temps courts la capacité des bailleurs à expérimenter des solutions en vue de la généralisation. Donc de fait, ce financement de l'innovation, dans des contextes économiques qui sont les contextes économiques d'aujourd'hui, nous oblige à imaginer une autre forme d'ingénierie financière. Comment trouver du financement récurrent? Comment générer parfois des recettes sur du déploiement de nouveaux services, qui est une forme d'innovation qui est déployée par les organismes HLM et qui peut apporter un nouveau modèle d'affaires dans vos organisations. Et puis, comment être en capacité aussi de capter l'intégralité des sources de financement qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas que basées sur de la subvention exceptionnelle qui peut permettre de couvrir des surcoûts d'investissement. Donc, comment outiller les équipes, former les équipes, les accompagner et puis surtout assurer une veille et un sourcing de l'ensemble des canaux de financement qui existent. Donc, un premier gros bloc sur le sujet du financement. Parmi les leviers qui ont été identifiés, on y reviendra, il y a aussi la capacité à mutualiser des achats et à faire à plusieurs ce qu'on n'est pas en capacité de faire parfois seul. Deuxième gros sujet, le sujet administratif. Derrière la notion d'innovation, de massification, il y a la capacité à accéder à de l'achat public innovant. Donc le code de la commande publique permet certaines choses, certains leviers, mais derrière ce sujet administratif se cache aussi justement la capacité à s'organiser en interbailleurs pour faire, comme je le disais, à plusieurs ce qu'on n'est pas capable de faire seul. Troisième gros bloc, et on le détaillera aussi, les sujets assurantiels, réglementaires. Sur de nombreux sujets d'innovation, notamment tout ce qui est lié aux procédés constructifs qui engagent les bailleurs sur des assurances décennales, le frein réglementaire et assurantiel revient assez rapidement. Le sujet du déploiement de l'économie circulaire, par exemple, dans le secteur, est un bon exemple d'un sujet sur lequel ce sujet assurantiel était présent, était au cœur des échanges. Et vous le verrez dans les exemples qui nous ont été présentés, un certain nombre de leviers, notamment dans le travail coopératif et partenarial avec les assureurs, mais aussi avec l'ensemble de la chaîne de valeur, ont pu être apportés pour dépasser ce cadre-là. Et enfin, dernier gros bloc, qui était un sujet qui a été très porté par les organismes HLM, c'est le sujet organisationnel et interne. Derrière les enjeux de massification se cache aussi la capacité à embarquer toute une organisation et à faire de l'innovation une innovation qui soit déployée dans toutes vos activités, dans tous vos métiers, que ça ne soit pas, si je schématise, une innovation qui soit portée par une direction centralisée, rattachée à la direction générale, mais bien que ça soit une innovation qui soit déployée au sein des agences, au sein de l'ensemble des activités, qui interroge la DSI, qui interroge l'impact social que vous pouvez avoir avec vos actions de DSU, qui permet de travailler aussi avec la cellule RH. Derrière la notion d'innovation se cachent parfois des enjeux de marque employeur, etc. Et du coup, comment on est en capacité d'acculturer l'ensemble de nos collaborateurs à ces enjeux d'innovation. 2, les former à porter des projets innovants pour des collaborateurs qui ne sont parfois pas formés à faire du pilotage en mode projet. Et puis 3, comment on les outille, comment on les accompagne dans le déploiement et la mise en œuvre de ces innovations dans leurs activités quotidiennes. Voilà, donc 4 gros blocs qui ont émergé et qui sont un ensemble de freins qui ont pu être remontés par les organismes durant ces journées. Sachant que ces freins se sont appuyés sur des retours d'expérience précis, dont on pourra partager évidemment chacun des retours d'expérience, autant des OPH régionaux ou métropolitaines qui sont venus témoigner d'expérimentations techniques avec des startups et qui sont venus parfois témoigner de la difficulté qu'on peut avoir à massifier des expérimentations qui sont portées par des jeunes startups et à les accompagner dans leur développement. Tout autant que des bailleurs comme la Meta ou des groupements interbailleurs comme la Meta qui sont venus témoigner de stratégies de mutualisation sur des sujets majeurs avec des impacts économiques très forts que sont par exemple l'économie circulaire. Voilà. Et pour ne pas être trop long, je vais avancer en vous disant que de ce travail collectif a émergé un certain nombre aujourd'hui de leviers, on va en parler, mais surtout une ambition de continuer à mutualiser ce travail en interbailleurs parce qu'encore une fois, le secteur HLM est un secteur qui expérimente beaucoup sur des enjeux qui sont communs. Et donc, le partage d'expérience et la capacité à travailler ensemble et à porter en commun l'innovation est un des leviers majeurs qui permettent d'y répondre. Voilà, je te passe la parole sur les prochaines étapes avant qu'on interroge nos participants. Merci Lucas pour ton intervention. Alors oui, pour compléter,
finalement, qu'est-ce qui va se passer après, une fois que effectivement tout ce travail de brainstorming, de capitalisation et aussi de partage d'expérience a pu avoir lieu lors du dernier réseau innovation piloté aussi avec Véronique Vélez. La feuille de route reste encore à écrire et on peut directement passer à la suivante, puisque tu le disais, hein, Lucas, il y a, vous aussi, dans le cadre d'Impulse Partners, vous menez ce travail d'accompagnement, de conseil auprès des organismes HLM et d'autres acteurs d'ailleurs. Et puis côté USH, on a aussi ce rôle d'action professionnelle. Donc la question qui va se poser par la suite, c'est comment, par rapport à tous les enjeux qui ont été évoqués, par rapport à le contexte très fort en matière d'objectifs environnementaux, des questions sociales, mais aussi le cadre économique particulièrement contraint des bailleurs, comment est-ce qu'on peut finalement vous accompagner dans ces démarches-là pour finalement s'assurer qu'on ne reste pas à une échelle micro de l'expérimentation, alors même qu'on se rend compte qu'effectivement il y a des impacts intéressants, et comment est-ce qu'on peut accompagner sur le passage à l'échelle, la duplication, etc. Donc, encore une fois, c'est une feuille de route qui reste à écrire. Est-ce qu'on passera par un appel à projet? Est-ce qu'on passera par un fonds? Est-ce qu'on passera par de la mutualisation, du retour d'expérience? Le champ des possibles est complètement ouvert et là-dessus, on vous invite en tous les cas, si vous souhaitez rejoindre cette réflexion qui va s'amorcer très prochainement, en tous les cas, à vous manifester via ce QR code. Voilà, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas déjà embarqué dans la démarche, de pouvoir nous rejoindre pour qu'on continue d'avancer sur le sujet et atterrir en tous les cas sur une feuille de route et une programmation qui soit utile et qui soit vraiment dans l'action aux côtés des bailleurs. Et donc, nous allons poursuivre. Hop. Tout de suite avec des retours d'expérience. Et donc, effectivement, on a le plaisir d'avoir avec nous François Coltelloni, qui est donc directeur général de la Meta. Mais François, vous allez vous présenter et indiquer ce qu'est la Meta pour ceux qui ne connaissent pas. Et également Sullivan Vandrom, qui est directeur des projets stratégiques au sein du groupe Arcade Vive. Et donc, Lucas l'a évoqué tout à l'heure, parmi les freins qui sont remontés par les organismes HLM, il y a cette question organisationnelle. Et donc, là-dessus, ce sera intéressant en tout cas d'avoir vos retours, François et Sylvain, mais on va peut-être commencer par vous, François, à travers le GIE de la Meta, qui est du coup une organisation en soi particulière. Comment finalement cette question structurelle, RH, de compétences également, de modalités d'action, comment est-ce qu'elle peut accompagner et finalement faciliter ce sujet du passage à l'échelle? Bien, merci et bonjour à toutes et à tous. La Meta, c'est un groupement d'intérêt économique, un GIE interbailleur, dont la raison d'être, c'est de piloter les projets de renouvellement urbain pour le compte des bailleurs membres du GIE. La première proposition, c'est de mutualiser. On s'est rendu compte dans le cadre de l'ANRU 1 que chacun des bailleurs avait créé des structures dédiées. Là, l'idée, à partir de 2018, c'était Vilogia et LMH, bailleurs des Hauts-de-France, Lille Métropole Habitat et Vilogia, qui ont décidé de regrouper leurs moyens pour créer le GIE et traiter du renouvellement urbain. Entre-temps, on a été rejoint par Partenaire Habitat, qui est le bailleur du département du Nord, et par Terre d'Opale Habitat, qui est l'office du Grand Calais. Donc, la première proposition, c'est de mutualiser les forces, renforcer les compétences. La deuxième proposition, c'est de piloter les projets de renouvellement urbain pour le compte des bailleurs, puisqu'on sait que le pilotage, c'est du côté des collectivités, mais il y a besoin de défendre l'intérêt du bailleur en permanence dans ces projets. Et la troisième proposition, c'est d'expérimenter et de mettre en œuvre des solutions nouvelles pour favoriser les transitions urbaines. Et donc, dès le départ, c'était mettre en place une organisation dédiée pour massifier, pour regrouper, pour piloter ces projets. Donc, par exemple, sur le relogement, puisque les bailleurs membres de la Meta nous ont confié la maîtrise d'ouvrage directe du relogement, eh bien, le regroupement des équipes, la mise en place de process dédiés très rapidement, parce que tout de suite, finalement, l'échelle a été importante, 4000 relogements en métropole lilloise, plus 500 à Calais, 100 à Maubeuge. Donc tout de suite des volumes importants. Et donc une organisation dédiée, une équipe dédiée, des process dédiés. On s'est fait aider d'ailleurs par Action Tank pour avoir des éléments communs pour se rapprocher des familles à reloger. On a créé un outil commun. En clair, tous les matins, il y a le déversement de toute l'offre des bailleurs
membre de la méta qui se fait dans l'outil. Donc c'est un outil de rapprochement de l'offre et de la demande, mais pas seulement, c'est aussi un outil de gestion, c'est-à-dire qu'on va de l'enquête préalable, l'enquête sociale, jusqu'au déménagement et jusqu'à la sécurisation des logements. Donc le process complet, le continuum complet est géré en partie par l'outil et bien sûr par toute l'équipe de chargés de relogement. Ça nous a poussé aussi à avoir une organisation, certes centralisée et standardisée d'un point de vue méthodologie et outils, mais une adaptation locale pour chacun des bailleurs, hein, puisqu'on n'a pas fait la même chose que l'on soit à Calais ou que l'on soit à Maubeuge ou en métropole lilloise. Les volumes n'étaient pas les mêmes, les personnes n'étaient pas les mêmes, les enjeux des bailleurs n'étaient pas les mêmes. À chaque fois, on respecte la stratégie du bailleur et on met en œuvre de façon à ce que chacun des bailleurs s'y retrouve. Et puis l'organisation territoriale, à chaque fois une adaptation locale. On récupère des collaborateurs de chacun des bailleurs ou alors on les recrute si les ressources ne sont pas suffisantes. Même chose pour l'ingénierie financière. On gère pour le compte des bailleurs l'ensemble du dispositif très complexe de remontée de l'information à l'ANRU. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un gros boulot. Et donc, on le fait de façon mutualisée pour l'ensemble des bailleurs, de façon avec des outils communs. Mais on s'adapte aussi à chacun des bailleurs. Certains veulent garder la maîtrise des outils. D'autres, donc ceux-là, on leur amène un conseil, une assistance technique. Et puis, pour les autres, c'est une délégation complète de la prise en charge de l'ensemble de la base documentaire pour la remontée auprès de l'ANRU. Voilà, oui. Pour la partie organisationnelle, c'était, je crois, votre question. Tout à fait, merci François. Et peut-être pour creuser encore un peu davantage, est-ce que vous aviez déjà pris exemple finalement sur un modèle de GIE déjà existant et comment est-ce que finalement vous avez réussi à garantir cette complémentarité entre les organismes HLM et le GIE et également cette question un peu d'identité, de stratégie propre à chaque bailleur et comment finalement on arrive à trouver finalement un chemin commun à travers le GIE sur ces objets complexes que sont les programmes de renouvellement urbain. Sur la première question, on a pris exemple sur les GIE de maîtrise d'ouvrage qui existaient déjà. On s'est inspiré de ça. Et sur les éléments à la fois de mutualisation et d'adaptation de chacun des bailleurs, on a mis en place un dispositif d'accompagnement culturel. Ça démarre dès le recrutement. On cherche à avoir des chefs de projet et même des chargés de relogement, des personnes qui sont vraiment prêts à faire de la transversalité. De toute façon, on ne fait rien sans le bailleur. On veut vraiment que ça soit la stratégie du bailleur qui soit respectée et aussi la décision finale du bailleur. Nous, on est là pour accompagner, pour proposer. Et donc, cette culture-là, elle se travaille. Elle se travaille dès le recrutement, par de la formation, par de l'accompagnement managérial, de façon à ce qu'à chaque fois, il y ait cette dialectique entre l'implication et aussi savoir prendre le recul au bon moment pour laisser toute la place au bailleur dans une logique interbailleur en quelque sorte. Donc cette adaptation. On a par exemple des chefs de projet qui travaillent tout autant pour LMH. Je pense par exemple au chef de projet qui travaille sur le projet de la Bourgogne à Tourcoing. C'est un très gros projet, 2000 démolitions. Eh bien, sur ce projet-là, le chef de projet travaille tout autant pour LMH que pour Vilogia. Et il sait s'adapter aux stratégies différenciées de chacun des bailleurs. Et pourtant, c'est exactement le même quartier. Les immeubles sont imbriqués les uns avec les autres. Mais il y a des différences et on les gère de cette façon-là. Merci beaucoup François. Je vous propose de passer la parole à Sullivan. Là, on est dans une organisation de groupe avec du coup un certain nombre aussi de bailleurs au sein du groupe. Comment est-ce que vous êtes organisé, structuré, le rôle que vous avez au sein de votre direction pour accompagner ces passages à l'échelle et toutes les expérimentations menées par le groupe? Oui, merci. Donc oui, effectivement, le groupe Arcade Vive, c'est en réalité une quarantaine d'entités filiales, dont le métier principal est évidemment celui de bailleur social et de promoteur. Il y a aussi quelques acteurs liés au trait social et puis au médico-social, et qui sont rassemblés autour d'une conviction
c'est celle que le logement est un levier de santé, d'amélioration et de promotion de la santé. Ça représente 210 000 logements à peu près sur le territoire métropolitain. Et donc, on a cette conviction du logement santé qui se concrétise de manière très forte sur notre façon de faire, notre façon de concevoir, construire les bâtiments, et puis toutes les briques autour d'animation et les briques servicielles qui est rendu possible notamment par notre actionnaire Groupe Vive, qui est le premier mutualiste français. Tout cet écosystème est animé par une holding, et dans cette holding, on a effectivement la volonté de monter une dynamique d'innovation, d'animer une démarche collective. Et donc, l'intérêt de porter ça à ce niveau-là, ces sujets-là, c'est un double intérêt. Premièrement, de pouvoir être en capacité de donner une dynamique, d'embarquer au maximum les entités, et puis aussi une capacité de porter les projets, de faire de l'ingénierie sur les projets qui seront sélectionnés. Le premier challenge dans un contexte comme le nôtre, quand on a des acteurs qui sont très diversifiés, c'est de pouvoir identifier clairement les initiatives innovantes. Ce n'est pas toujours évident. Lucas le disait, on a quand même une capacité très forte d'innover parce qu'on a des acteurs qui sont très différents. On a une culture un peu du pas de côté. Ça, c'est inhérent un peu au logement social. On essaie de se réinventer. Et souvent, il y a de la shadow innovation. C'est-à-dire que les gens innovent sans savoir qu'ils innovent. Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir dire et repérer, de dire ça, c'est très intéressant. Ça, il y a un vrai intérêt de pouvoir le documenter, l'analyser et pouvoir le partager avec les copains d'à côté. Donc ça, c'est le premier challenge. Une fois qu'on a fait ça, il faut effectivement correctement documenter. Documenter les conditions de mise en œuvre, les modalités de run sur les expérimentations. Bien documenter aussi le contexte parce que les contextes sont très différents et François le disait sur la partie on duplique, mais attention, on adapte surtout beaucoup. Donc ça, c'est important pour nous. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a essayé de monter une sorte de catalogue de services auprès des entités. La première brique concerne celle de la méthode. En fait, innover, c'est plutôt instinctif, c'est vrai. On le fait naturellement parce que c'est nécessaire. Mais monter une expérimentation, c'est pas tout à fait conduire et monter un projet. Contractualiser avec une start-up, un acteur innovant, c'est pas tout à fait contractualiser avec un acteur du marché qui est connu, installé. Mettre à l'échelle, ça fait, pour le faire correctement, ça fait appel à des bonnes pratiques. Donc on a décidé de traiter correctement cette idée de méthode en poussant des guides, en formant les acteurs dans nos entités. Donc ça, c'est la première brique méthodologique. Et ensuite, avec l'aide notamment d'Impulse, que je profite de remercier, on a deux autres prestations. Une première qui est une approche plus exploratoire. En fait, on travaille beaucoup sous forme de communauté dans le groupe Arcade Vive, c'est-à-dire que c'est des métiers, des expertises qui se rassemblent pour pouvoir partager, pour pouvoir conduire une feuille de route commune. Et on a la possibilité de se faire, on a appelé ça les séquences inspiration. L'idée, c'est de donner à voir les tendances d'un métier, de pouvoir croquer un petit peu ce qui va se faire dans l'avenir sur les RH, sur les métiers patrimoniaux, etc. Et donc, on a des séquences inspiration de manière à ouvrir le champ des possibles dans l'esprit des collaborateurs. Et après, on a une dernière prestation qui est une prestation plus opérationnelle. Lorsqu'une problématique nous est soumise soit par une entité filiale, soit par une communauté, on traite cette problématique en sourçant les acteurs du marché, les acteurs innovants, en essayant de les classer, les qualifier dans certaines typologies, de manière à ce que nos collaborateurs y voient plus clair sur le marché concerné.
Donc voilà, on essaye de les accompagner un peu de cette manière, avec ce double rôle d'animation et d'ingénierie de projet. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper important parce que on a dit un des principaux freins qui ont été remontés par les organismes HLM dans ce travail partenarial, c'était l'embarquement des collaborateurs. En se disant, encore une fois, l'innovation est parfois très stigmatisée parce que portée par une direction de la stratégie, portée parfois par des équipes de maîtrise d'ouvrage qui ont plus l'habitude de faire du pilotage de projet, etc. Donc il y a, comme tu le disais, une des réponses, c'est d'inspirer. C'est d'essayer par des événements de toute forme. Vous avez fait des petits déj de l'innovation ou des moments un peu des séquences où on donne envie aux gens d'innover. On leur donne envie aussi en leur montrant que l'innovation peut être l'affaire de tous et pas que un sujet hyper technique ou limité aux activités de la maîtrise d'ouvrage. Mais il y a un deuxième aspect, et tu le dis très bien, c'est aussi capter le besoin, partir du besoin métier, du besoin des collaborateurs. Donc c'est une question peut-être pour tous les deux. Comment faire que cette innovation n'est pas complètement décorrélée des besoins immédiats, soit des différentes entités que vous pilotez, soit des collaborateurs que vous accompagnez? Là, ça répond tout de suite à l'enjeu financier. Hein, la preuve, elle vient aussi avec montrer que ça va pas forcément coûter plus cher, et puis parfois ça va pouvoir permettre de faire des économies. L'expérimentation et maintenant le passage à l'échelle que l'on a réalisé dans le cadre de la récupération des matériaux issus des démolitions, 4000 démolitions sur la métropole lilloise. Aujourd'hui, on en est à 1750 dont les matériaux ont été récupérés. Et on avait lancé un appel à projet qui a abouti à un groupement d'entreprises. Pratiquement aujourd'hui, tous les démolisseurs des Hauts-de-France se sont conformés à un cahier des charges et maintenant il y a un closier et on va vers la réhabilitation, vers la construction neuve aussi avec la récupération des matériaux, le réemploi. Mais aujourd'hui, on est à 98% de recyclage des matériaux et 70% de réemploi, de recyclage du gros œuvre et 70% de réemploi du second œuvre. Tout de suite, on a des résultats en termes économiques. Même chose lorsque le process sur le relogement dont je parlais tout à l'heure, le fait d'y associer les équipes du bailleur, finalement, les équipes du bailleur sont dans le modèle des attributions, ils sont dans le court terme. Le relogement, on est dans le long terme, il faut aller rencontrer les familles pendant 2 ans avant d'obtenir, en moyenne, avant d'obtenir l'accord sur un nouveau logement. Eh bien, on leur dit, voyez, il est possible de vous aider à gérer les mutations complexes, avec le même type de dispositif, donc le même type de process et les mêmes types d'outils. Et donc, du coup, ça nous a permis d'embarquer les équipes d'attribution, les équipes commerciales des bailleurs considérés et qui se sont rendus compte que finalement, il y avait des possibilités de gérer les mutations très complexes et pour lesquelles ils ont du mal à y arriver parce que tout simplement, ils sont sur des enjeux qui sont différents. Donc ça marche lorsque on est sur les métiers qui sont des métiers qui ne sont pas les métiers quotidiens du bailleur et en même temps qu'on leur montre tout l'intérêt qu'il peut y avoir d'adapter finalement grâce à des dispositifs qu'on a pu mettre en œuvre et qui montrent leur efficacité économique. Donc les enjeux économiques, les enjeux aussi administratifs et juridiques, groupement d'achat. L'intérêt du GIE, c'est il n'y a pas besoin, on peut faire appel à nous sans faire un appel d'offres. Et puis, on met en place aussi des structures et des groupements d'achat. Bon, par exemple, sur le relogement, notre marché de déménagement, on est à 700 € du déménagement. C'est hyper compétitif. Ça veut dire que le bailleur, y compris sur des enjeux de déménagement qui sont en dehors du relogement, en dehors du NPNRU, ils se disent on va faire appel à la méta parce qu'ils ont un marché hyper compétitif. Donc cette preuve, elle vient avec l'efficacité économique, l'efficacité organisationnelle dont on a parlé tout à l'heure et l'efficacité économique.
Merci François. Et peut-être Sullivan, vous aussi, il y a ce sujet finalement de l'efficacité économique, d'arriver à faire la démonstration. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une condition de réussite du passage à l'échelle? Est-ce que du coup c'est une réflexion prise dès l'amont finalement du sujet, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit un peu au fur et à mesure? Non, c'est évident, c'est crucial. Dans les 4 items que vous aviez repérés, pour moi, le premier, c'est celui de l'organisation, la conduite du changement et de pouvoir faire la preuve. Et pour ça, je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop la formule mise à l'échelle, moi. Parce qu'elle induit l'idée qu'on est en capacité de reproduire en l'état, à l'identique, une expérimentation et de la coller sur un périmètre plus large, un périmètre soit de territoire, un périmètre de direction différent. Et en fait, ça ne marche pas exactement comme ça. On voit bien que les contextes sont souvent très différents, les contextes d'organisation, les histoires des équipes, le timing aussi, tout le monde n'est pas prêt au même moment. Et donc, pour embarquer, pour faire la preuve, je crois qu'il faut être très vigilant dans la manière de contextualiser et d'écrire le contexte. Parce que je suis aussi très réfractaire aux indicateurs type ROI, on a gagné autant de jours hommes, etc. Puisqu'en fait, bon, on le fait aussi parce que ça nous donne quelques éléments de référence, ça rassure tout le monde. Mais en réalité, quand on va déployer, parce que moi je préfère le terme déployer, la réalité d'un territoire ne sera pas du tout celle d'un autre. Donc je crois que pour faire la preuve, il faut être totalement transparent sur les éléments de contexte et de dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je crois que quelquefois c'est aussi important de dire attention les copains, ça on l'a fait, bon, on ferme une porte parce que on va mettre nos forces et nos charges plutôt sur ça. Là il y a un potentiel, il y a un gisement plus important. Donc embarquer cette transparence et reprendre le contexte correctement, documenter suffisamment pour que les autres périmètres puissent se projeter efficacement. Oui, juste peut-être pour ajouter sur ce que tu viens de dire concernant la preuve et puis l'indicateur, il faut se méfier effectivement des indicateurs hurrah on a gagné et qui peuvent laisser penser aux autres, à ceux qui font le boulot quotidien, que eux ils n'ont pas gagné quoi. Non. Mettre en place la transversalité et mettre en place le mode projet, c'est fondamental pour arriver effectivement à cette adaptation, à montrer que ça ne marche pas toujours, mais que lorsque ça fonctionne, c'est grâce à tout le monde. Et toujours avoir des indicateurs qui montrent l'intérêt de ce travail en commun, ce travail en mode projet, et c'est celui-là qui fait que ça fonctionne. Peut-être une dernière question, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de prendre des questions de la salle, mais on pourra poursuivre les échanges. Une dernière question, quand on a beaucoup parlé de mutualisation et de l'apport justement de cette démarche interbailleur dans l'innovation, pour accompagner un certain nombre de groupes qui ont justement fait de l'innovation un vecteur de transformation et qui se sont appuyés sur de la mutualisation, parfois sur leur sac, pour avoir une forme d'innovation mutualisée. Un des sujets qui revient aussi, c'est la crainte d'une forme de perte d'identité individuelle au sein de chacun des organismes HLM dès lors qu'on s'embarque dans une innovation mutualisée. Perte d'identité et parfois peut-être peur de perdre de l'emploi en se disant à partir du moment où je mutualise dans un groupe comme la méta des stratégies de relogement, quelle est la place des équipes opérationnelles de terrain? Comment vous avez réussi à dépasser cette crainte-là? Ce qui est important, c'est de toujours montrer que, et être vraiment sur le principe fondamental que la décision, la stratégie, elle est portée par le bailleur. On peut, nous, la méta, aider à faire formuler, à structurer la stratégie. Mais la stratégie, ce n'est pas nous qui la portons. On a autant de stratégies sur chacun des domaines que l'on porte. On a autant de stratégies qu'il y a de membres de la méta. Donc la stratégie appartient bien au bailleur, appartient bien au service innovation. On travaille avec les services innovation. Il y a un service innovation chez chacun des bailleurs dans lequel on travaille. Et c'est eux qui portent la stratégie. On est là au service de la stratégie. Et ensuite,
En aval, la décision finale, elle appartient aussi au bailleur, toujours. Même si on instruit, même si on influence, même si, de toute façon, la décision finale, et il faut constamment le rappeler, comme rappeler à l'aide d'indicateurs, en toute transparence, le coût, ce que ça coûte, ce que nous coûtons, la méta, au bailleur, quel est le bénéfice de la mutualisation ou pas. Et on peut avoir effectivement des contre-exemples. Si on intervient trop dans le métier régalien, gestion immobilière ou maîtrise d'ouvrage du bailleur, ben, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est lorsqu'on s'intéresse justement à des sujets qui s'imposent finalement aux bailleurs, par exemple comme le renouvellement urbain. Et puis après, une fois qu'on a innové, qu'on a mis en place des solutions qui permettent de répondre aussi à une échelle importante, eh bien, on peut revenir sur des métiers plus quotidiens, plus traditionnels, pour dire, vous voyez, par adaptation, par transposition, on peut aussi traiter tel ou tel problème et on va le faire ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a dépassé le temps, mais on aura plaisir de poursuivre ces échanges. Vous l'avez compris, c'était une première étape de cette réflexion mutualisée sur les enjeux de déploiement et non pas de passage à l'échelle en matière d'innovation. Un certain nombre de freins ont pu être identifiés, plusieurs leviers, on n'en a évoqué que quelques-uns ce matin, mais très intéressants. Et on a besoin de continuer à faire force-forêt en interbailleur ce sujet. Donc encore une fois, avec Céline, on est à votre entière disposition, bailleur, direction de l'innovation ou autre, pour que vous puissiez rejoindre cette démarche et pour qu'ensemble, on puisse apporter plusieurs réponses face aux différents enjeux qui ont été exposés ce matin. Merci à tous.